des dizaines de startups, des centaines de millions de chiffres d'affaires, valorisation à plus d'1 milliard, un show qui fait des millions de vues. Éric Larchevêque, bonjour Éric. Bonjour. Cofondateur de Ledger, entrepreneur et investisseur. Créateur d'une des startups les plus rentables de la décennie, il est aussi devenu désormais bien connu du grand public grâce à l'émission Qui veut être mon associé ? 2015, 100 000 euros. 2016, 200 000 euros. Là, par contre, en 2017, c'était la folie. 40 millions d'euros. Putain, j'étais déjà en train de faire du business que tu chiais dans tes couches, alors. C'est comme si j'étais frappé par la foudre et je me dis, là, quelque chose vient de radicalement changer dans ma compréhension du monde. C'est quand j'ai croisé la route du Bitcoin. C'est-à-dire une phrase qui a tout changé pour moi. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je suis avec Éric. Merci d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite, on a 1-2 heures pour vraiment aller dans tout ton parcours en détail. Éric Larchevêque, j'ai 50 ans, je suis entrepreneur depuis bientôt 30 ans, j'ai fait une dizaine de startups. Je suis surtout connu pour avoir cofondé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs, qui est une des licornes françaises. Et j'ai aussi une activité d'investisseur et j'ai été révélé au grand public, pour utiliser cette expression, par l'intermédiaire de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Vous êtes en train d'exploser les scores cette année. Déjà, ça marche bien, c'est déjà la 4e saison. Ouais. Et c'est un programme qui, chaque année, en fait, arrive à passer des scores d'audience, surtout auprès du public jeune, qui est un public extrêmement stratégique pour les chaînes de télévision, puisque plus ça va, plus les spectateurs vieillissent. Et là, ce sont des émissions qui permettent de remettre les jeunes devant la télé. Et donc, c'est vrai que le format Qui veut être mon associé pour M6 est un format aujourd'hui assez important. Mais je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, mais moi, de loin, j'ai vraiment l'impression que les premières saisons, c'était un peu les entrepreneurs, etc., les gens qui étaient un petit peu intéressés par le business. Et là, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vraiment même des gens qui, d'habitude, ne regardent pas trop ce genre de contenu, qui deviennent fans de l'émission. Oui, parce qu'ils découvrent, ils sont amenés à découvrir un nouvel environnement et je pense qu'ils se prennent au jeu. Ouais. Et il y a un côté éducatif aussi qui est intéressant. Ils comprennent des nouveaux concepts et c'est vrai que c'est assez agréable à regarder. L'émission est bien faite, bien montée, une très bonne production artistique et technique. Et donc ça fait un beau produit télévisuel et qui plus est, en plus, c'est intelligent, je trouve. Ouais. C'est pas une perte de temps de le regarder. Donc, franchement, moi, je suis très content d'y participer. Tu as très bien résumé ce que tu fais aujourd'hui. Des dizaines de startups, une licorne française, un show qui fait des millions de vues, etc. Mais j'imagine que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Quand tu étais gamin, est-ce que tu avais déjà des rêves ou des aspirations de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que c'est venu plus graduellement? Est-ce que tu as un moment dont tu te souviens qui a vraiment déclenché un truc chez toi où tu t'es dit « Ah, j'ai envie de faire les choses peut-être un petit peu différemment, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être ambitieux ». Quand j'étais jeune, le terme entrepreneur n'existait pas. Mon père était industriel, donc il avait une entreprise de porcelaine, donc il a périclité quand j'étais jeune, mais il disait qu'il était industriel. Un entrepreneur, pour moi, c'était quelqu'un qui construisait des maisons. Donc on n'avait pas trop ce mindset et mon père, même si finalement été dirigeant d'entreprise, m'a jamais parlé de ces choses-là. La porcelaine, c'était très dur. Moi, je viens du centre de la France, de la Sologne, du Berry, qui est une terre argile. Et c'est pour ça qu'il y a il y avait beaucoup d'entreprises de porcelaine. Et donc, c'est une entreprise familiale qui a périclité. Pour autant, pour moi, le déclic plus technique plus que ambitieux, c'est fait quand j'ai croisé la route d'un ordinateur. J'avais une dizaine d'années et chez un ami, j'ai vu un Thomson TO770. C'est un des tout premiers ordinateurs personnels. Et pour moi, là, c'est une révélation. Je me suis dit que je voulais absolument faire quelque chose dans ce domaine. Et je réfléchissais pas en matière d'entrepreneuriat ou de création d'entreprise, mais plutôt de vouloir construire, créer, m'exprimer. Et donc, ça a finalement façonné toutes mes études, puisque je me suis dit que je voulais être ingénieur dans le domaine de l'informatique ou de l'ordinateur, plutôt du hardware. En fait, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Et ça m'a permis d'être bon en maths, bon en physique, et ensuite d'aller exactement là où je voulais aller. Donc la chance que j'ai eue, c'est de savoir là où je voulais aller, et donc j'ai pu me donner les moyens d'y aller. Donc tu pensais pas spécialement entrepreneuriat, mais tu pensais plus informatique, hardware? Je pensais plus créer, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle aussi quand j'étais petit, que je me disais que quand je serais grand, j'aurais jamais de problème d'argent. Quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à en avoir. Donc j'avais cette croyance que je n'explique pas, mais qui était assez forte, de me dire ce sera jamais un problème.
Donc, j'ai jamais cherché l'argent en tant que tel. Bon, je suis né dans un environnement de classe moyenne, aisée, donc j'ai toujours eu à manger. Jamais eu de problème, donc j'en ai jamais souffert. Et je me suis plutôt concentré sur l'informatique comme un outil de création. J'avais toujours cette envie de créer, de construire. Quand j'étais petit, je faisais du Lego. Enfin, c'est ce qui me passionnait. Et donc, quand je me suis lancé dans cette direction-là, c'était vraiment pour construire, pour créer. Et pas forcément faire du business ou faire de l'entrepreneuriat, ça c'est venu juste après parce que c'était peut-être la suite logique. En tout cas, plus jeune, c'était avant tout construire. Et donc cette croyance que tu manquerais pas d'argent, pourquoi tu avais cette confiance en toi? Je pense que j'avais une confiance absolue dans mes capacités. C'est-à-dire que j'étais très confiant en fait dans l'avenir et dans ma capacité de pouvoir toujours me débrouiller. Pour autant, j'avais pas vraiment fait de démonstration concrète puisque, quand j'avais 12 ans... je gagnais pas spécialement ma vie, je faisais rien de spécial. Mais par contre, ça s'est démontré dès que j'étais au lycée à Paris, j'ai commencé à bidouiller, à faire des trucs. On piratait des logiciels, on les revendait, on faisait des petits business à droite à gauche, on se débrouillait. Et donc j'ai toujours réussi à gagner un peu d'argent, pas des fortunes et rien d'incroyable. Mais c'était assez simple d'imaginer, de mettre en place un petit business, une carambouille, un truc qui me permettait d'arrondir mes fins de mois, si je puis dire, quoi. Et tu penses que cette capacité-là d'être débrouillard, c'est un petit peu inné ou comment est-ce que tu as réussi à acquérir ça? Et pour les personnes qui l'ont un petit peu moins, parce que c'est un problème récurrent chez les personnes qui se lancent dans le business d'être un peu perdu, de pas avoir confiance en ses capacités, de pouvoir faire les choses sans une figure d'autorité là pour nous dire exactement quoi faire. Ce serait quoi toi un peu ton conseil pour les personnes qui ont de la peine avec ça? C'est vraiment moi la chance que j'ai eue, et je sais pas si c'est inné ou si je l'ai travaillé sans le savoir, c'est la confiance en soi. Okay. Une confiance en soi professionnelle. Parce que autant j'ai toujours eu une forte confiance dans ma capacité de faire, et donc je faisais sans trop me poser de questions. Et pour autant, j'avais une confiance en moi personnelle très faible. C'est-à-dire que je n'étais pas à l'aise en société, je n'allais pas parler aux gens, encore moins aux filles. Donc, j'étais à la fois quelqu'un qui n'osait pas, en fait, ne serait-ce qu'aller dans un magasin et parler à un vendeur, pour moi, c'était difficile. Mais en même temps, dès que j'avais une idée un peu... on va dire business ou quelque chose à faire, j'y allais sans me poser de questions. Parce que je me disais, je vais y arriver, je vais retomber sur mes pieds et j'avais pas peur. Et finalement, ce qui empêche les gens d'avancer, c'est la peur. Et moi, j'ai toujours combattu ma peur par l'action. Et j'ai pu passer dans l'action parce que j'avais cet optimisme et cette confiance en soi. Et donc, je pense que c'est important. C'est vraiment ça qu'il faut travailler. Parce qu'à partir du moment où tu as confiance en toi ou que tu ne te poses pas trop de questions et que tu te dis, de toute façon, j'y arriverai bien, je trouverai bien une solution, alors on avance et on met un pied devant l'autre parce que sinon, on reste juste dans la réflexion, dans la projection, et puis on fait rien. Parce que de toute façon, le juge de paix de l'entrepreneur, c'est du business, c'est l'action. Ouais, j'ai une phrase qui m'avait marqué, qui disait qu'il y a infiniment plus de rêves qui ont été arrêtés par les doutes que par les réalités du monde. Oui, en fait, vrai, le fait de pas oser, d'avoir peur, en fait, ça empêche toutes les éventualités qu'on avait et ça casse en fait infiniment plus de choses. Bien sûr, c'est la peur de l'échec, la peur de se planter, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé. Tout ceci, ce sont des éléments qui nous bloquent de façon très importante. Parfois, avec notre éducation, notre environnement, on est un peu conditionné à faire attention à ce que pensent les autres, à se dire mais qu'en dira-t-on, et si je me casse la figure, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il faut vraiment passer outre. Et moi, je pense que j'avais cette capacité je me fichais complètement du regard des autres. Et comment tu expliques que du coup, d'un côté, tu avais cette confiance en toi sur les sujets pro et tu t'en foutais du regard des autres sur les sujets pro, mais peut-être par exemple sur un aspect plus social. Là, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que... du coup, tu avais peur du regard des autres? J'avais peur du regard. J'avais bien sûr peur de l'échec. Par exemple, jamais je serais allé parler à une fille pour lui dire quoi que ce soit parce que peur du rejet. Ouais. Donc là, il y a vraiment une opposition de phase totale. J'ai travaillé sur ma confiance en moi plus personnelle et avec le temps, avec les années, ça s'est amélioré. Mais c'était clairement une catastrophe et c'était une peur panique. C'est-à-dire que on me disait, tiens, va lui parler à quelqu'un. Mais je ne pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces de faire cet effort-là. Peut-être parce que j'avais confiance dans ma capacité de faire les choses et aucune confiance dans ma capacité peut-être d'appréhender la discussion. Eh bien, ça se passait beaucoup mieux. Tu as cette passion pour la création. Tu vas faire des études d'ingénieur, si je me trompe pas. Études d'ingénieur, pour comprendre, en fait, je suis ingénieur microélectronique. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'architecture des ordinateurs et j'ai appris à concevoir des puces, vraiment graver le silicium. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Philips Semiconductor, une grosse boîte. Et là, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais travailler pour une grande entreprise. C'est juste pas possible
parce que je voyais que les gens à l'intérieur étaient complètement écrasés par une machine énorme et que la capacité de pouvoir créer, justement, apporter quelque chose, être autonome, était quasiment nulle. Et là, je me suis dit, non, je ne pourrais pas, jamais, impossible. Et c'est à ce moment-là, en tout cas dans le même temps, que j'ai commencé à développer des sites internet pour des boîtes d'édition avec qui je travaillais déjà, parce que j'écrivais des articles d'électronique, donc j'étais pigiste, j'avais écrit un bouquin, donc je faisais un peu c'était pas du business, je travaillais, je gagnais un peu de l'argent comme ça. Ouais. Et j'avais donc des contacts, et c'était 96, c'était le début du web, et donc j'ai commencé comme ça à créer des sites, et donc je me suis dit, tiens, je vais créer une boîte, et c'est comme ça en fait que je me suis lancé. C'était principalement un rejet, je pense, du monde du travail classique, où je me suis dit que je ne pourrais jamais m'y épanouir. C'est drôle, tu fais du business depuis avant ma naissance. Je suis né en 96. Donc ouais, tu vois, en termes d'expérience. J'étais déjà en train de faire du business que tu chiais dans tes couches, alors je pourrais tenir un discours comme ça, tu vois. Mais c'est dingue. Avant de passer à la partie entrepreneuriale de ton parcours, il y a quelques trucs qui m'intéressent. Quand on regarde aujourd'hui les hommes les plus riches du monde, il y a et les CEO, il y a une énorme proportion d'entre eux qui sont des ingénieurs. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le cas, et qu'est-ce que tu as appris dans tes études d'ingénieur qui ont façonné ta manière de gérer les business par la suite ou ta manière de voir le monde? Pour moi, c'est très clair. Je pense que les plus grands entrepreneurs sont des ingénieurs, et les plus grands hommes d'affaires sont peut-être des personnes qui ont développé d'autres skills. Parce qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un Bernard Tapie, c'est des gens qui vont racheter des boîtes, les administrer, réussir à les gérer. Et des entrepreneurs, c'est des gens qui vont créer et sortir des concepts de terre, ex nihilo, avec souvent une composante technique. Et moi, ce qui m'a permis d'entreprendre et d'avancer dans tous les business que j'ai fait, c'est justement cette capacité, cette casquette d'ingénieur. J'ai toujours été le directeur technique de mes boîtes. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font, des étudiants en école de commerce ou des diplômés qui veulent faire du business, et ils sont coincés. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé, puisque avec le no-code, avec tout un tas d'outils, c'est possible de construire une start-up ou un business en mettant des choses ensemble. Mais par contre, si tu veux construire un vrai business de technologie, et c'est souvent les personnes les plus riches du monde ont souvent conçu en fait des business quand même bien velus côté tech. Voilà, l'ingénierie en fait c'est juste la clé, parce que c'est ça qui va permettre de faire le produit, de le concevoir, de l'industrialiser, et ce sont ces compétences qui sont les plus indispensables. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, en tout cas dans la tech, c'est évident que ce sont les ingénieurs qui font la loi un peu, quelque part. Et pour un mec comme moi, qui a fait l'erreur de passer en école de commerce au lieu d'aller faire un truc, parce que moi, si je pouvais revenir en arrière, je pense que je ferais des études plutôt... Enfin, si je devais faire des études, des études d'ingénieur. Quelqu'un qui n'a pas pris ce parcours-là, mais qui a un intérêt pour le fait de vraiment entreprendre, créer des produits, etc. Est-ce que tu penses que c'est trop tard? Ou est-ce que tu penses qu'il y a, disons, peut-être des livres ou des manières d'acquérir un peu ces frameworks, ces manières de penser, sans passer 5 ans d'études? Oui, bien sûr. Ce qui a énormément changé entre maintenant et il y a 20 ans, c'est justement l'apparition d'outils de conception et de création qui permettent à des personnes, on va dire, non techniques, de pouvoir assembler et mettre en route des business. Donc c'est le no-code, c'est toute la myriade d'outils qui existent, qu'on peut connecter ensemble. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait entreprendre et qui n'a pas forcément un aspect technique, il peut complètement s'en sortir. Et de toute manière, ce qu'il doit faire, c'est apprendre à coder. C'est-à-dire apprendre les bases du code, qu'est-ce qu'une boucle logique, enfin vraiment les b.a.-ba du code, c'est pas très difficile, il y a énormément de ressources, et là, c'est pas 5 ans d'études, c'est en quelques semaines, on peut commencer à prototyper des premières choses. Et ça permet quand même de créer un état d'esprit, de comprendre l'univers dans lequel on va se retrouver, parce qu'aujourd'hui, la tech, elle est partout. Elle est juste inéluctable. Quel que soit le secteur dans lequel on va vouloir avancer, on va se retrouver avec de la tech. Et c'est important de comprendre de quoi il en retourne et de pouvoir ensuite gérer justement et discuter avec des ingénieurs. Parce que le plus grand problème de quelqu'un qui veut se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat et qui doit faire face à de la tech, c'est qu'à un moment ou à un autre, il sera face à des ingénieurs et les ingénieurs lui diront non, c'est pas possible. Et donc ça, si on n'est pas capable de comprendre de quoi il en retourne, on va perdre du temps, on va pas apporter des réponses, on va pas réussir à les manager, on va pas réussir à se faire respecter par les ingénieurs. Et donc
je pense, important d'avoir un minimum de compréhension du monde qui nous entoure en termes de tech. Avant de passer à la suite, une autre question que j'avais par rapport à, disons, à cette première tranche de ta vie. Quand je fais des vidéos sur YouTube, etc., en général, ce qui fonctionne bien et ce qui inspire beaucoup les gens, c'est quand un apprentissage, j'arrive à le relier au moment où j'ai réalisé ça. Si tu te souviens de moments marquants qui ont influencé ta manière de penser et qui t'ont aidé par la suite? Absolument pas. En fait, les seuls moments marquants de mon existence sont des moments où j'ai vu des opportunités, je les ai saisies. Donc, j'ai eu des moments très précis dans ma vie où ma vie a basculé. Mais à chaque fois, je peux plus les relier à des opportunités et des décisions majeures, en fait, qui vont façonner le reste de ma vie, plutôt que des compréhensions et des illuminations. Je pense que le seul moment dans ma vie dans lequel j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une illumination, où là, à un moment, c'est comme si j'étais frappé par la foudre et je me dis, OK, là, quelque chose vient de radicalement changer dans ma compréhension du monde. C'est quand j'ai croisé la route du Bitcoin. Là, ça a eu un vrai impact sur mon schéma de pensée parce que j'ai compris quelque chose de supplémentaire. J'ai vraiment eu un vrai apprentissage. Mais dans mon enfance, non. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir eu des moments où je me suis dit, tiens, là, j'ai compris quelque chose. Ça a plus été des moments d'opportunité qui ont vraiment eu un impact sur ma vie, mais d'une façon vraiment liée à l'action, quoi. Donc, si on revient à notre petite histoire, donc il y a le jeune Eric qui est dans le monde du travail, qui n'aime pas ça, et qui commence à faire des sites web. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, je fais ça avec un copain d'école et on s'associe, on crée une première société. Pendant 2 ans, on va vendre des sites web, mais c'est plus en fait de l'agence web. Alors à la base, c'était très technique parce qu'il fallait tout faire soi-même, l'hébergement. Enfin, c'était vraiment un métier d'ingénieur. Mais on se rend compte quand même que chaque mois, on remet le chiffre d'affaires à 0. Il faut aller vendre. Si on veut développer et scaler, il faut aller recruter. Donc c'est un peu, on voit la limite. Et on se dit que ce serait mieux de faire un SaaS. Alors, on disait pas ça à l'époque. Donc on va faire un logiciel. Donc on développe un outil de mesure d'audience. Commence à vendre avec un abonnement mensuel. C'est une sorte de Google Analytics avant l'heure. Et donc là, on est en 98. Et là, je vais en venir au moment qui a défini le reste de mon existence. On avait un client qui a installé le logiciel de mesure d'audience, mais son site fait 0. Pas d'audience. Donc on l'appelle, on se dit il ne va pas renouveler l'abonnement, ça ne marche pas. Et donc on lui demande ce qui se passe, il dit j'ai un problème, je vais venir au bureau, je vais venir vous expliquer, il n'était pas loin. Et là, il arrive et effectivement, il dit j'ai pas d'audience parce qu'en fait, ça fait un mois que mon hébergeur il est en panne. Il avait un site, c'était Jeannette.fr. Donc un site avec des jeunes femmes en bikini. Et le site était très moche, nul, vraiment c'était atroce. Bon, je me dis OK, peu importe. Et là, il va dire une phrase qui a tout changé pour moi. Il a dit, ça fait 1 mois que mon hébergeur il est en panne, j'ai perdu 1 mois de chiffre d'affaires, j'ai perdu 20 000 francs. 20 000 francs, ça doit faire 3 000 à 4 000 euros. Et nous, on faisait 50 000 francs en bossant comme des chiens. Et je me suis dit, c'est débile que ce site de merde arrive à faire 20 000 francs, nous, on va faire le double. Ouais. Et donc, on s'est tout de suite compris avec Laurent, mon associé, et le soir même, on a créé une nouvelle boîte. Et on s'est mis à faire des sites pour adultes, de divertissement, etc. Et on s'est lancé, et là, ça a vraiment décollé, quoi. Et vraiment sur une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Ça m'a peut-être traversé l'esprit, mais je me dis, ça ne va pas marcher, ça n'a pas de sens. Ouais. Et là, quand le gars a lâché son chiffre d'affaires, là, c'était terminé. Donc ça, c'est le premier moment d'opportunité un peu qui exactement. Va changer ta vie, là, ça a complètement changé ma vie, puisqu'on s'est mis à faire ça. Vous faites plusieurs sites ou comment vous faites un gros site? On en fait un. Ça, tout le premier mois, on fait 20 000. Ensuite, c'est quoi, un espèce de marketplace non, c'est juste un site avec du contenu et les gens s'abonnent. Ok, d'accord. C'est un abonnement. Et vous créez pas le contenu? Non, le contenu, ça, on le récupérait. Okay. Et en fait, on met juste en place les choses. On met des moyens de paiement, mais à l'époque, il n'y avait pas Stripe, il n'y avait rien. Ouais. Donc, on vient avec les TPE, on construit en fait nos gateways de paiement. Et ça commence à fonctionner. Après, on met un nouveau moyen de paiement qui est la ligne surtaxée. C'est-à-dire, au lieu de passer par de la carte de crédit, eh bien, on compose un numéro de téléphone, parce qu'à l'époque, il y avait les modems. Donc, c'était très différent.
et les gens payaient à la minute, sans abonnement. Et donc là, ça a explosé. Ensuite, on a mis en place de l'affiliation. On était les premiers vraiment à faire ça en 99. Et donc, la boîte s'est vraiment développée. On avait 10 000 affiliés, on faisait 20 millions d'euros de revenus annuels. On était bien sûr rentable. Et on avait une centaine de sites. Et en audience cumulée, validée par Médiamétrie, on était 6e site français. Donc, c'était vraiment une grosse opération. Et donc, je l'ai dirigé jusqu'en 2002. Là, on s'est dit qu'on allait maintenant aller à l'international. Donc, on avait besoin de recruter 60 personnes de plus. On était doubler la boîte en termes de taille. Et pour faire ça, on s'est dit qu'on allait le faire en Roumanie plutôt que de faire ça en France. Ça coûterait moins cher. Et donc, je suis parti en Roumanie pour ouvrir le bureau là-bas. Je suis parti dans les Carpates, en Transylvanie. Et j'ai recruté du monde, mais on atteint en fait un plafond de verre. On n'a jamais vraiment réussi à décoller. Ouais. Donc là-bas, j'ai fait plus un peu de business immobilier. Donc j'achetais des terrains, des fermiers en cash et je revendais ça ensuite à Carrefour une fois que c'était bien propre sur des zones commerciales. Donc je faisais des petits business comme ça. Ouais. Et je suis resté jusqu'en 2005. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par m'emmerder en Roumanie et j'ai décidé d'aller en Lettonie. C'était un peu les nouveaux pays issus de la chute du bloc soviétique. Et donc je suis allé m'installer à Riga. Et là-bas, j'ai développé en fait un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel, un projet avec une centaine de chambres, un peu par hasard, mais voilà, c'était là plus un projet immobilier. Je l'ai développé, il a ouvert en 2008, il existe toujours. Et c'est aussi à ce moment-là où un peu parce que je regardais la peinture séchée, qu'un jour je suis rentré dans un casino, je me suis assis à une table de poker et j'ai découvert le jeu du poker. Je me suis vraiment intéressé au poker et donc, de fil en aiguille, je me suis mis à rentrer dans le circuit professionnel, fait les championnats d'Europe, championnats du monde, j'ai eu pas mal de bons résultats. J'étais 3e joueur français à un moment, jusqu'en 2010, date à laquelle je suis arrivé un peu en quête de sens, en crise existentielle, de me dire que jouer aux cartes, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais construire, créer. Donc, j'ai arrêté, j'ai mis un terme à ma carrière. Je suis rentré en France en 2010, et là, j'ai développé Prixing, qui était un comparateur de prix. Donc, tu scannais les codes barres des produits de grande consommation et ça disait où est-ce que tu pouvais acheter au moins cher. Et puis, ça disait aussi ce qu'il y avait dedans, les allergènes, un peu comme à Yuka aujourd'hui. On a levé des fonds, on a levé 1,7 million d'euros. J'ai trouvé un associé, on a levé des fonds, dans cet ordre-là. On a développé pendant 3 ans, on est monté à une dizaine de personnes. Ça marchotait, on faisait 500 000 euros de revenus. Mais là, je me suis dit, si je veux monter le truc à 5 millions, ça va être compliqué. L'internationalisation, c'est compliqué, il y a un plafond de verre, ça va être très très long. Et donc j'ai fait une sorte d'analyse de matrice de coût d'opportunité et je suis arrivé à la conclusion que je devais arrêter. Donc j'ai arrêté, on a revendu les actifs et c'est à ce moment-là où j'ai croisé la route du Bitcoin, que j'ai ouvert la maison du Bitcoin à Paris, qui était un lieu qui avait justement pour objectif de créer des opportunités, de rencontrer les personnes qui avaient, qui créaient des business autour des technologies, autour du Bitcoin. C'était donc là, on était en 2014, c'était vraiment le tout début, quoi. Et le Bitcoin, tu croises comment la route du Bitcoin ? 2013, donc un peu par hasard, je cherche un peu la suite puisque j'ai décidé que j'allais arrêter Prixing. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et donc, je regarde un peu tout ce qui se passe. Et à force d'entendre parler du Bitcoin dans TechCrunch et d'autres publications, je me dis, mais c'est quoi cette arnaque ? L'argent magique d'Internet, comment est-ce que c'est possible ? Et là, je vais passer 15 jours à lire tout ce que je peux sur le sujet. Et donc, je vais mettre du temps à comprendre parce que c'est loin d'être simple. Et quand j'ai compris, là, j'ai eu cette fameuse illumination où je me suis dit qu'il y avait une double révolution, une révolution technologique, une révolution monétaire qui correspondait en plus bien à ma philosophie plutôt libertarienne. Et là, je me suis dit que je devais consacrer les prochaines années de ma vie au Bitcoin. Pour les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de... aujourd'hui, bien sûr, le Bitcoin, tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est, ça intéresse énormément de personnes, il y a plein de gens qui ont investi là-dedans. Mais il y a pas mal de personnes, justement, qui le font juste parce que ils pensent que ça va remonter. Oui. Et ils ont probablement pas eu l'illumination que tu as eue. Oui, probablement pas. Pour les personnes qui ne l'ont pas eu, si tu arrives, bien sûr, en simplifiant, à nous expliquer qu'est-ce que tu as compris ce jour-là. Ce que j'ai compris, c'est donc... c'est simple. Donc, 2 révolutions. La première révolution, elle est technologique, c'est la révolution de la blockchain. Donc, c'est une technologie qui permet d'effectuer des échanges
tokens, donc de valeurs sur Internet de façon complètement décentralisée, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon mais c'est une technologie qui permet de faire ça. En gros, tu as un fichier sur ton ordinateur, tu l'envoies à quelqu'un d'autre, tu peux prouver que tu ne l'as plus. Alors que tu te doutes bien que si tu as une image et que j'ai une image, je te l'envoie, je l'ai toujours, tu ne peux pas savoir si je l'ai effacée. Donc là, la blockchain permet de faire ça de manière très simplifiée. Et donc, avec cet outil, on peut l'utiliser pour faire développer une monnaie. Donc une monnaie dont la politique monétaire va être gérée par un algorithme et qui va donc donner un certain nombre de fonctionnalités un petit peu novatrices, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions de bitcoins. Donc des premières propriétés, c'est que c'est une monnaie qui est déflationniste et qu'on ne pourra jamais en faire plus. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de faire quelque chose comme ça, parce que même l'or, on peut découvrir des nouveaux gisements pour avoir un astéroïde rempli d'or qui arriverait. Là, c'est mathématique. Et la courbe d'émission du Bitcoin est aussi gérée par un algorithme, et donc on n'est pas non plus dépendant d'une banque centrale qui va décider de manière arbitraire d'augmenter ou baisser la masse monétaire. Et donc, en plus, tout ceci avec une énorme résistance à la censure, et donc grâce à la blockchain, ça peut opérer sur Internet sans demander la permission à personne, sans rien. Au final, ce que j'ai compris, c'est que le Bitcoin, c'était comme le cash, d'accord, dans le sens où c'est le dernier espace de liberté fondamentale qui te permettra de garder ton argent toi-même sans que personne puisse jamais te le prendre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais le genre à avoir des lingots d'or ou des pièces d'or plutôt dans mon coffre, parce que j'ai toujours parti du principe qu'une banque, un État pouvait venir et te le prendre. C'est-à-dire que peu importe la raison, tu as la raison d'État, et si un jour l'État décide que tu ne dois plus avoir d'argent, qu'on doit te prendre ce que tu as, ils peuvent le prendre. Et ça, c'est quelque chose qui, tout mon être, en fait, refuse et vend debout contre l'idée de pouvoir se faire saisir ses biens. Le Bitcoin, souvent, on pense que c'est une monnaie virtuelle, que ça n'existe pas, et en fait, il n'y a rien de plus physique et réel que la possession du Bitcoin, parce qu'à partir du moment où tu as des Bitcoins, personne ne peut te les prendre. Et donc, c'est ça, ce que j'ai compris. Donc, domaine de liberté absolue, avec une monnaie qui a une politique monétaire déflationniste et qui justement propose une solution par rapport à l'euro, au dollar inflationniste avec la planche à billets. Et clairement, aujourd'hui, moi, par exemple, tous mes avoirs sont en Bitcoin parce que je ne pourrais pas supporter d'avoir des euros. Tu n'as pas d'immobilier ? J'ai de l'immobilier, j'ai un hôtel, j'ai ma maison, mais non, pas d'investissement immobilier. Pas de bourse, rien, pas d'obligation. Non, alors j'en ai quelques-unes, je suis en levier bancaire en fait, puisque j'ai par exemple des actions Ledger dans lesquelles je peux faire un levier bancaire pour emprunter des euros. Et là, je ne peux pas les mettre en Bitcoin, sinon ils ne me les prêteraient pas. Et donc là, je peux faire du levier pour avoir des actions, des choses comme ça. Donc là, avoir des dettes en euros, alors ça, je m'en fous, parce que de toute façon, à un moment, l'euro ne vaudra plus rien, donc j'aurai rien à rembourser. Mais ça, c'est plus idéaliste, et pour cette liberté et la peur potentielle qu'on puisse te saisir, ou c'est plus parce que c'est un investissement et que tu crois que ça va faire une plus-value sur le long terme? C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'à long terme, mes bitcoins, de toute façon, seront un rempart contre toute forme de crise. Puisque moi, je pars du principe, et j'ai toujours pensé, et je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas arrivé, que l'euro et le dollar sont condamnés. Parce qu'il y a trop de dettes, c'est insoutenable de repayer, qu'on fait trop de machines, on imprime trop de billets. Et c'est une manière, en fait, pour les États de pouvoir s'approprier, en fait, les actifs des citoyens. Par l'inflation, en imprimant une infinité d'argent, eh bien, on s'approprie la propriété des citoyens. Et pour moi, ça m'est insupportable. Je suis convaincu que l'inflation est la taxe la plus subtile et la plus vicieuse du monde. Ah bah bien sûr, parce que c'est une manière, en fait, personne la sent. C'est une manière pour les États de pouvoir tout pomper pour ensuite faire des guerres, etc., alimenter leur business. Et donc le Bitcoin, et pour moi, c'est pas le seul rempart, parce que tu as l'immobilier, tu as la pierre, tu as tout un tas de choses. Mais en tout cas, c'est pour moi la manière la plus efficace, la plus liquide et la plus simple, et qui marche partout, et qui ne nécessite pas une connaissance fine du sujet, c'est le Bitcoin. Tu as cette révélation, tu crées la maison du Bitcoin, qui a du coup un endroit pour... C'est un endroit physique à Paris où le but c'était simplement d'accueillir les gens et de leur parler du Bitcoin. Il n'y avait pas de business model. Quand je l'ai ouvert, le business model c'était on espère qu'il va se passer quelque chose, parce qu'on avait quelques mois de cash avant de plus avoir d'argent. Mais j'étais persuadé que si j'étais là au bon endroit, au bon moment, et ça je l'espérais d'être au bon moment, alors il y aurait des opportunités. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque
la maison du Bitcoin et les événements qu'on a mis en place et la dynamique qu'on a instaurée là-bas nous a permis de croiser la route de 2 autres boîtes avec qui on a fusionné pour créer Ledger. Parce que Ledger, c'est la fusion de 2 entreprises, 8 cofondateurs qui se sont associés pour créer Ledger, leader mondial des solutions de sécurité pour crypto-actifs. C'est quoi l'idée derrière Ledger? C'est quoi la mission? C'est extrêmement simple. Si tu pars du principe que le Bitcoin a une valeur et que les autres crypto-actifs derrière ont ici un intérêt à jouer et que le futur backbone économique et financier, c'est celui des crypto-actifs via la blockchain et avec une intégration native au protocole Internet. Et donc, on n'est plus du tout dans les vieux machins poussiéreux de la finance traditionnelle. Si on part du principe que finalement, il y aura ce basculement à un moment ou à un autre, eh bien, il faut avoir une sécurité pour cette infrastructure, tout simplement. Et Ledger, c'est la sécurité de l'infrastructure de toutes les blockchains qui permet de protéger le point d'accès à cette infrastructure et donc l'utilisateur. Que l'utilisateur soit une personne, une entité juridique, un device, quoi que ce soit. Et ce que fait Ledger, c'est très simple. Ce sont des coffres forts pour Bitcoin, pour crypto-actifs. Quand on possède des Bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, une information. On appelle ça une clé privée, mais on va dire c'est une information. Et pour pouvoir faire une transaction sur le réseau Bitcoin, on doit démontrer qu'on connaît la clé privée. Donc on démontre qu'on connaît le secret, mais sans jamais le révéler. Il n'y a que ça à comprendre. Et ça veut donc dire que quiconque connaît le secret va être capable de signer une transaction pour faire bouger les bitcoins associés au secret. Et donc la notion de propriété, savoir est-ce que les bitcoins sont à moi ou pas, c'est pas une notion d'identité juridique ou civile, parce que ça n'existe pas sur le réseau, c'est qui connaît le secret. Donc je connais le secret. Si mon ordinateur connaît le secret, et qu'un hacker arrive dans l'ordinateur, lui aussi il connaît le secret. Et donc ce que fait Ledger, c'est un petit ordinateur qui ressemble à une clé USB basée sur de la carte à puce et donc un système informatique électronique extrêmement sécurisé, quasiment inviolable, qui permet de garder le secret et qui crée une étanchéité autour de ce secret. Et donc tu peux signer les transactions, démontrer que tu connais le secret à l'intérieur du système qui est sécurisé, envoyer la signature qui prouve que tu connais le secret, et ça tu peux l'envoyer ailleurs. Et par contre, si un attaquant arrive, il ne pourra jamais rentrer à l'intérieur de la puce électronique sécurisée. Et donc, c'est ce qu'on vend. Ça s'appelle des hardware wallets. On en a vendu des millions et des millions dans le monde entier. On est leader mondial. Et donc, Ledger, c'est cette sécurité. Voilà. Bravo. Ok. Donc, vous avez cette vision depuis le début? Oui, depuis le début. Depuis le début, ok. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de créer ce premier produit? Est-ce que vous avez des complications? Est-ce qu'il y a des concurrents? Comment se passe tout ce parcours avant que Ledger devienne l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la première chose qu'on doit faire, c'est lever des fonds. Parce qu'on fusionne 3 boîtes, on est 20, donc il y a quand même une équipe, il faut de l'argent. Donc on arrive à convaincre des premiers investisseurs de mettre environ 1,2 million d'euros dans la boîte. Et ensuite, pendant 2 ans, en fait, c'est la traversée du désert. C'est-à-dire que, en gros, personne n'achète nos produits, on va faire quelques milliers d'euros de revenus par mois. C'est ridicule. Et tout le monde nous explique qu'on n'y arrivera jamais parce que... Là, on est en 2015. Là, on est en 2015. 2015-2016, traversée du désert complète. Okay. Donc, pas de chiffre d'affaires, pas de vente. Et on nous explique qu'on n'arrivera jamais à imposer un nouvel usage. Parce que c'est vrai que c'est un device hardware, matériel, quelque chose que tu as dans ta main. Et on nous oppose le fait qu'on a déjà un smartphone, que pourquoi les gens voudraient en plus un autre outil, et que c'est mieux de tout mettre en même temps. Et donc, on nous incite à pivoter, à abandonner le hardware pour aller sur du software, pour s'intégrer à l'intérieur d'enclaves sécurisées, de téléphones, de smartphones. Et nous, on résiste parce qu'on est persuadé d'avoir raison, dans le sens où il est important pour l'utilisateur de pouvoir quelque part donner un sens physique à ces bitcoins. Déjà, c'est le premier point. Donc de se dire, OK, j'ai un device dans lequel je les ai, ça permet quand même plus mentalement de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et en plus, à partir du moment où le bitcoin et les autres cryptos, mais c'était surtout le bitcoin à l'époque, allaient avoir une valeur importante, là, les gens ne voudraient surtout pas avoir ça dans leur téléphone. Parce que tu veux quand même faire la différence. Tu n'as pas envie de te balader avec, si tu as 100 000 euros en crypto, tu ne vas pas les foutre sur ton téléphone. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Et en fait, le gros risque qu'on avait, c'était d'arriver à être trop tôt. C'est-à-dire, est-ce qu'on allait tenir avant que le Bitcoin monte en valeur et nous donne raison? Donc pendant 2 ans, en fait, on a vraiment tourné à vide. On
Par contre, on a fait le tour du monde, on a expliqué nos technologies un petit peu partout, faire la promotion de nos hardware wallets. Mais vraiment, c'était ridicule en termes de revenus. On a réussi à lever in extremis 7 millions de plus en série A fin 2016. Parce que là, on est arrivé au bout, mais on a réussi à convaincre les investisseurs. Et là, par contre, en 2017, c'était la folie. Ouais. Puisque si tu regardes les chiffres d'affaires et les revenus de Ledger, c'est donc 2015, 100 000 euros, 2016, 200 000 euros, 2017, 40 millions d'euros. Donc, c'était une croissance vraiment importante, stratosphérique. Et on pensait vendre 30 000 unités. Un de nos produits, on en a vendu 1 million. Et là, ça a été complètement dingue. On a recruté 200 personnes, on a construit une usine en Chine, on a structuré. Enfin, ça a été la folie complète. Et on a aussi levé 70 millions d'euros supplémentaires pour permettre d'asseoir la croissance, parce qu'on a craqué le pantalon de partout avec tout ça. Et 2018, ça a été le crack sur le Bitcoin, puisqu'il avait touché un haut à 18 000 $ à peu près, et puis il est retombé à 2 ou 3 000. Enfin, ça a été vraiment une boucherie. Et là, ça a été très difficile, 2018-2019, parce que dans un marché extrêmement baissier, on vendait beaucoup moins. Et on avait aussi structuré à mort l'entreprise pour pouvoir répondre à la croissance. Et donc, on était en opposition de phase. Et donc, en 2019, l'année difficile pour Ledger, on a dû restructurer l'entreprise. Moi, j'ai quitté mon poste de CEO à ce moment-là. Et ensuite, c'est reparti 2020-2021, notamment grâce au Covid, où à un moment, les gens ils voulaient juste des armes, du Bitcoin et du PQ. Et comme on avait industrialisé en France, on avait créé une usine à Vierzon, dans le centre de la France, on a pu maîtriser notre outil de production. Et cette idée, cette vision qu'on a eue un peu avant les autres de réindustrialiser en France, à l'époque, on disait tout est faiblesse, vous emmerdez pas, l'usine, enfin le monde est une usine. On avait insisté pour vraiment créer une usine locale. Ça nous a sauvés, puisqu'on a pu complètement fabriquer, malgré le fait que tout était fermé dans le monde entier. Et c'est comme ça que Ledger est devenu une licorne. On a levé plusieurs centaines de millions d'euros à une valorisation supérieure à 1 milliard. Et donc, très, très bonne année 2020-2021. Et après, c'est toujours des cycles. 2022-2023, beaucoup plus difficile. Ledger a connu d'autres types de difficultés. N'arrive pas à livrer des nouveaux produits, problématiques de communication. Là, 2024, le marché repart. Donc, ça va peut-être porter aussi Ledger à nouveau vers des revenus plus importants. Mais c'est jamais gagné, quoi. Je veux dire, même quand tu es une licorne, tu vois, chaque année, surtout dans un environnement aussi complexe que celui du Bitcoin et de la crypto, où tu es finalement à la merci exactement d'un marché qui peut descendre ou monter, c'est très, très, très difficile de piloter ce genre de boîte. Aujourd'hui, tu es toujours actif dans Ledger ou... Non, je ne suis pas actif depuis 2019, donc ça fait maintenant bientôt 5 ans que je ne suis plus opérationnel. Donc, je suis toujours le premier investisseur de Ledger. C'est moi qui ai la plus grosse ligne dans l'entreprise d'action. Mais par contre, je ne suis plus opérationnel. Et tu as toujours un peu un rôle de chairman où on te consulte, etc. Ou juste tu as vraiment envie de te J'ai un peu lâché l'affaire. Je me suis concentré sur d'autres choses. Parce qu'une fois que j'étais parti, c'était compliqué pour moi de rester. Enfin, soit j'y étais, soit j'y étais pas. Donc, je suis toujours au board. Mais... j'ai plus vraiment plus aucune espèce d'incidence ou d'influence en fait sur ce qui se passe chez Ledger aujourd'hui. Ok, quels sont tes projets du coup aujourd'hui? Sur quoi tu t'es concentré depuis 2019? Je me suis concentré en fait sur mon domaine en Sologne, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Ledger et j'ai ressenti le besoin de changer de vie, de rebooter à nouveau ma vie. Et donc je me suis installé en Sologne, donc là d'où je venais quand j'étais petit, où j'ai acheté un grand domaine de 60 hectares. Avec pour objectif d'en faire un lieu qui pourra être un peu dédié à l'entrepreneuriat. Je me suis intéressé à l'investissement, j'ai participé à l'émission Qui veut être mon associé. Mais en réalité, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait dans l'investissement, c'était pas tellement le retour, le ROI, etc. C'était plus le fait de vivre des aventures par procuration avec d'autres entrepreneurs, de les aider à avancer, de résoudre leurs problèmes. Donc je me suis dit, je pourrais faire ça sous une façon un petit peu plus scalable. Plutôt que je ne peux pas investir dans toutes les boîtes que je rencontre, c'est juste pas possible. Et je vais plutôt essayer de faire des masterclass, d'aider les boîtes à se développer. Et en même temps, ça a du sens puisque j'ai ce domaine que j'ai développé. Et je reçois des entrepreneurs sur place, on fait des masterclass sur plusieurs jours. C'est une sorte d'expérience où tu viens,
t'es bien reçu, tu bouffes bien, on bosse. Voilà, c'est un truc un peu unique. C'est beaucoup. Alors, c'est souvent des entreprises qui sont autofinancées, avec des solo founders ou des entreprises familiales, des gens qui ne sont pas dans l'univers plus des entrepreneurs. C'est pas la French Tech, parce que souvent les startups qui lèvent des fonds n'ont pas ce mindset d'essayer de trouver des personnes pour les aider, vont plutôt aller voir des incubateurs, enfin tout leur est dû, tu vois, donc c'est différent. Et toutes ces PME finalement, qui sont rentables, qui font des beaux business, souffrent d'un syndrome assez important qui est la solitude de l'entrepreneur. Autour d'eux, en fait, ils ont que des personnes qui les prennent pour des fous, qui leur disent non mais attends là tu fais 1 million d'euros, arrête, prends pas de risques. Donc ils savent plus, est-ce que je dois recruter, prendre des risques, avancer pour aller chercher 2 millions, 5 millions d'euros, ou alors est-ce que non, je reste comme ça. Et comme ils sont autour, il y a que des gens qui leur disent de rien faire, parce que c'est que des gens qui sont pas des entrepreneurs et qui en plus, si la famille c'est encore pire, ils veulent les protéger, donc ils veulent pas qu'ils prennent de risques. Donc là, le fait d'aller parler avec d'autres entrepreneurs qui ont un peu les mêmes problématiques et de découvrir que finalement, il y a un état d'esprit d'entreprendre qui est très fort, ça les booste à mort et ils repartent vraiment la remonter comme des coucous et puis ils vont aller chercher leurs 5 millions. Quoi. Ok, si ça fonctionne comment? Il y a un site, tu peux t'inscrire? Oui, il y a un site, c'est ericlarchevêque.com où là, en plus, j'ai fait une sorte de cercle où je donne toutes mes formations, mes masterclass gratuitement. Donc, je fais pas mal de contenu sur plein de sujets parce que je veux aider un maximum d'entrepreneurs. Et donc, là-bas aussi, on peut voir les masterclass au domaine de l'archevêque qui permettent justement de passer quelques jours. Et donc ça, c'est plutôt pour des entrepreneurs qui ont des boîtes qui fonctionnent. C'est-à-dire quelqu'un qui est au tout début, qui veut se lancer. Ça n'a pas de sens parce qu'ils ne trouveront pas la valeur nécessaire pour faire cette masterclass. Je pense qu'il y en aura pas mal dans l'audience. Donc, on mettra le lien dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer. Merci. Et si on peut te faire découvrir le domaine de l'archevêque à quelques personnes, ou même les vidéos sur ton site. Un énorme parcours, et maintenant j'ai envie d'aller dans chaque partie et on peut essayer d'extraire quelques informations par rapport à tout ça. Alors, pour commencer, si on prend vraiment la phase se lancer, que ce soit ton premier business ou quand tu t'es relancé, à chaque fois que tu t'es relancé dans une nouvelle activité. Je l'ai fait pas mal de fois. À quoi est-ce que tu penses? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent qui soit sont en train de se lancer mais ils n'ont pas encore eu de succès, soit ils hésitent à se lancer, soit ils savent pas comment se lancer. Donc c'est quoi ton guide en gros de l'entrepreneur qui veut démarrer une activité? C'est très simple. Première étape, s'entourer. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, la première chose que j'ai faite, ou les premières choses que j'ai faites, c'est de trouver un associé, trouver les bonnes personnes. Par exemple, quand je suis arrivé en Lettonie, à Riga, je connaissais personne, je me suis dit je veux faire un business. Étape 1, c'est trouver quelqu'un qui va pas forcément un associé, mais en tout cas trouver la bonne personne, la bonne assistante, tu vois, qui va me permettre ne serait-ce que de créer une boîte, de pouvoir avancer. Et donc l'étape 1 pour moi ça a été, je suis allé dans les bars, j'ai repéré les jeunes qui avaient des laptops et tout, j'ai commencé à leur parler, leur demander s'ils connaissaient pas quelqu'un qui voulait bosser pour un expat, pour aider à monter une boîte et tout. C'est-à-dire trouver les bonnes personnes. Ça c'est, on va dire, étape 1 en tout cas parmi les premières étapes, puisque l'autre aspect en général c'est le prototype. C'est-à-dire que si tu veux te lancer, par exemple pour Prixing, la première chose que j'ai faite avant de trouver un associé, cette fois-ci je l'ai fait à l'envers, c'est d'abord j'ai développé mon prototype. Et c'est là où la chance d'être ingénieur et d'avoir un aspect tech, c'est que j'ai pu tout faire de A à Z. Là, je me suis enfermé pendant 3 mois dans mon garage. J'ai codé une première application, un premier truc. Je l'ai mis sur le marché et j'ai eu mes premières preuves de marché. Ça ne sert à rien de réfléchir pendant des semaines, des mois au produit, à ce que ça pourrait être. Une fois qu'on a avancé un petit peu dans son concept, il faut avancer, il faut y aller, quoi. Et le corollaire de ça, pour moi, il y en a 2. C'est que, 1, il faut parler de son idée à tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire piquer son idée. Ça, c'est la plus grosse erreur que je peux voir chez les entrepreneurs. C'est ceux qui s'accrochent à leur idée, qui ne veulent pas en parler parce qu'ils sont parano. Et ça, c'est débile. Parce qu'en fait, leur idée, de toute façon, elle est pourrie. Et elle ne pourra avancer que s'ils en parlent à d'autres personnes. Et autant tu peux mettre ton exécution, tes méthodes de côté, ça tu les mets sous clé, autant ton idée tu en parles parce que ça va permettre de la faire raffiner. Donc ça c'est une perte de temps énorme que de rester caché, etc. Puis le deuxième point, c'est ça sert à rien de faire un business plan. Je veux dire, ça sert à rien de t'emmerder à écrire des pages et des pages sur la manière dont ton business va fonctionner parce que de toute façon ça va pas se passer comme tu l'as écrit. Et de toute manière,
ça n'a aucun sens de te poser toutes les questions parce que tu ne pourras pas avoir toutes les réponses. Donc, oui, il faut faire un cash flow, oui, il faut avoir une idée de ce que vont te coûter les choses et il faut préparer un minimum. Mais moi, j'ai jamais écrit de business plan. J'ai jamais eu besoin de lire un bilan, je m'en fous. Parce que je suis pas dans le business de racheter des boîtes. Ouais. Tu vois ? Et donc, un entrepreneur, c'est pas un homme d'affaires. C'est quelqu'un, il doit être dans l'action. Et donc, pas de business plan, juste le minimum, et se mettre dans l'action, construire, créer, avoir des retours de marché. Parce que tous les gens à qui vous pourrez parler de votre produit vous diront « c'est génial ». Personne te dira « c'est de la merde ouais. ». Tu vois, tout le monde dira « c'est génial, c'est super ». Et donc, tu as l'impression d'être dans un univers où en fait, tu es vachement bien, donc tu vas continuer. Par contre, dès que tu vas commencer à le vendre, c'est là où les problèmes vont arriver. Les gens te disent ouais, t'as trouvé ça génial. Ouais, mais bon, tu sais, un peu cher, ou je sais pas. Enfin, et donc, il faut tout de suite aller sur le marché. Et donc, c'est l'action, quoi. Moi, je dis toujours, réfléchir, c'est renoncer. Tu vois ? Plus tu te poses des questions, plus tu trouveras des raisons de ne pas y aller. Donc, il faut être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et puis, tu donnes un coup de volant à gauche, un coup de volant à droite. Et tu gères. Tu vois ? Mais si tu attends d'avoir les réponses à tes questions, bah, autant rester chez toi. Tu viens de dire qu'il fallait parler de ces idées ouvertement. Est-ce que tu as peut-être une idée que tu veux pas lancer, mais un truc, tu t'es dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée de business. Et est-ce qu'on peut prendre cette idée-là et ensuite faire justement les étapes que tu viens de mentionner avec pour essayer de construire notre mini-business en live C'est pas facile parce qu'une idée... Déjà, tu vois, les idées, ça n'a pas de valeur avec l'exécution. Mais ça peut être un truc, un truc basique. Hein. Une idée que j'ai. Un problème que j'ai vu chez les entrepreneurs, hein, donc ça va être assez connexe, c'est que souvent, ils veulent trouver des associés, ils ne savent pas comment trouver des associés. Je me suis dit, ce serait super de faire le Tinder de l'associé. Ouais. Tu vois, en fait, faire un site où les gens disent, bah tiens, moi, je suis un tech, je suis un commercial, je suis un machin, je suis un bidule, je trouve un associé. Et donc, de faire matcher les gens pour forcer les rencontres parce que très souvent, les gens veulent s'associer mais ils ne savent pas par où commencer. Et trouver un associé, c'est comme trouver un mari ou une femme, tu vois, ça ne cherche pas, ça se trouve. Donc, si on peut réussir à mettre en place quelque chose qui permettrait de le faire, ce serait top. Donc là, voilà l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, un business, hein, bien sûr, parce qu'il faut quand même que ça fonctionne et que ça se développe, qui permettrait aux gens, à tous les entrepreneurs, ils sont nombreux, tu vois, de pouvoir trouver... Donc on a l'idée. C'est quoi l'étape d'après? C'est prototype ou on va trouver les gens? Déjà, c'est le prototype de se dire, est-ce que je fais, par exemple, un site en ligne? Tu vois, je fais un site en ligne où les gens ils remplissent leurs trucs. Ou est-ce que je fais le salon de l'associé? Tu fais un événement et et après, tu fais des sortes de speed dating. Et donc déjà, le truc, c'est l'un ou l'autre. Déjà, tu dois décider ça. Moi, je dirais, allez, on va faire un truc, un événement, parce que c'est plus sympa, sinon ça va être un peu relou. Ouais. Et donc, je dis, OK, on commence, on fait un truc à Paris, hein, parce que voilà, c'est plus simple pour moi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je fais? Tu vois, quel est le format? Comment je le finance? C'est quoi le business model? Donc, il faut louer un endroit. Est-ce que tu prends un restaurant, un bar, tu vois, ou alors est-ce que tu prends un truc d'hôtel? Et donc, je me dis... Bon, peut-être, parce qu'un bar, machin, ça fait peut-être un peu trop coolos et ça va être difficile de gérer en fait les gens. Puis peut-être le speed dating, c'est un peu mort. Donc je me dirais plutôt, allez, on va prendre tu vois, une salle d'un hôtel à Paris et puis ce sera plus structuré. Donc maintenant, les gens, est-ce qu'ils vraiment ils sont prêts à payer pour, tu vois, juste pour trouver un associé, c'est compliqué. Donc, peut-être qu'en fait, il faudrait faire un événement entrepreneur, tu vois, avec cette coloration, parce que et donc là, tu peux peut-être faire payer les gens. Et voilà, il y aura en fait un truc conférence, animation, avec aussi le thème comment trouver un associé, quels sont les critères de sélection, les pièges, avec des témoignages, tu vois, et avec aussi un certain nombre d'ateliers qui sont mis en place pour que les gens puissent se rencontrer et faire tout ça. Et là, tu peux peut-être faire facturer ça quelques centaines d'euros pour une journée. Tu arrives à avoir, je sais pas, 100, 200 personnes, hein, avec le réseau que j'ai, où tu vas trouver des relais. Il ne faut pas faire ça avec 10. Et donc, tout de suite, tu essaies de lancer un proto avec 40, 50 000 euros, tu vois, de cible. Le risque, tu n'as pas un risque énorme. Au pire, si tu ne remplis pas, tu annules, tu rembourses tout le monde. Et puis après, tu lances. Et puis après, le format, c'est simple. Hein, tu fais du catering. Et puis, tu remplis ton truc. Et si ça marche, voilà, après, tu continues. Mais
je veux dire... Ça sert à rien de réfléchir avant Ah non, d'avoir fait ça. c'est-à-dire que à partir du moment où tu as cette idée, dans 3 mois, il faut que tu aies ton événement. Tu vois. Ouais. Je veux dire, à quoi ça sert de tourner? Tu vois, voilà. Là, ce que je conviens de faire, là, c'est exactement le genre de réflexion avec, OK, alors, il faut que je vende, allez, 50 000, avec 50 000 sans problème, tu loues une salle, tu fais un machin, tu peux payer quelques intervenants, enfin, voilà, tu as de quoi faire, tu vois. Et en même temps, tu fais payer, tu vois, 250 balles TTC, bon, si derrière, tu as du bon contenu, ça va, quoi, tu vois, pour une journée. Et tu as 200 personnes, tu as tes 50 000, et puis les frais, tu rentres dans tes frais, quoi. Tu peux pas, voilà, là, tu vois, en 2 secondes, à peu près, tu vois, tu dis, OK, ça fonctionne, tu vois, c'est pas n'importe quoi, et parce qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Parce que si ça rapporte pas de pognon, ça sert à rien. Et pour faire l'avocat du diable, c'est pas ce que je pense, mais je pense que ça te permettra de préciser pour les gens peut-être qui ont ça en tête en regardant la vidéo. Est-ce que ce serait pas un risque de foncer tête baissée comme ça? Est-ce que c'est pas mieux de quand même bien réfléchir à l'avance, peser le pour et le contre, prévoir ce qui va se passer? Alors, on dit que gouverner, c'est prévoir, mais en fait, gouverner, c'est pas entreprendre. Et donc, entreprendre, c'est pas prévoir, c'est faire. Voilà. Et évidemment qu'on a le droit de se poser quelques questions et de réfléchir à ce qui pourrait pas fonctionner. Tu vois, faut pas non plus être des bœufs et avancer avec sans regarder sur les côtés, mais en fait, il faut être dans l'enthousiasme et le plus grand risque, c'est toujours de ne pas en prendre, tout simplement. Tu vois. Et si en réalité, tu t'aperçois que tu continues de tourner en rond et à dire attends, et puis ceci, et puis cela, et alors j'ai quand même vérifié que, genre ouais, quand même, est-ce que, je sais pas, il n'y a pas un risque quand tu as du monde comme ça, puis s'il y a un incendie, enfin, tu vois, après, tu vas à l'infini. Non, là en fait il faut si on aperçoit que tu commences à psychoter comme ça, c'est que soit t'es pas fait pour entreprendre, hein, soit en fait tu te mets une grosse baffe dans la gueule et tu dis ok c'est bon, vas-y appelle, prends les devis, fais les trucs et tu verras bien, je veux dire point, tu vois. Et évidemment qu'il y aura des problèmes, alors ça c'est sûr, mais tu vas les résoudre au fur et à mesure. Et si tu commences à essayer de faire la liste des problèmes, de toute façon tu vas pas tomber sur les bons parce que t'as pas la capacité non plus de voir l'avenir. On a fait, on a créé notre événement. Pas qui veut être mon associé, mais qui veut être mon associé en événement. Oui, mais là, par contre, t'auras un problème. Là, t'auras un problème là, pour de le copyright. Coup, là, c'est ça. C'est-à-dire là, t'as pas besoin d'être devin pour te rendre compte que si demain je lance qui veut être mon associé, les événements pour trouver son associé, je risque d'avoir un petit souci. Ok, alors trouve ton associé. Voilà, trouve ton associé. Trouve ton associé. Donc voilà, cette conférence, etc. On fait la première. On gagne un petit peu d'argent, etc. Ça se passe pas trop mal. Donc, on a une validation du marché. Comment est-ce que tu as, dans tes projets, une fois que tu as validé que ça fonctionnait, réussi à les faire grandir? C'est là où vient le s'entourer. C'est-à-dire que là, à la limite, tu t'es dit, je peux faire ça tout seul, le premier truc, parce que je maîtrise tout. Ensuite, peut-être, tu dis, allez, j'en refais un deuxième. Tu vois, il y a plusieurs manières d'avancer. Tu n'es pas obligé non plus de partir à fond les ballons dès le début. Mais en tout cas, assez rapidement, si tu arrives à la conclusion que ça fonctionne, en tout cas, moi, ma deuxième étape, c'est de dire, OK, il faut que je m'entoure. C'est-à-dire que, clairement, il va falloir accélérer. Peut-être, la prochaine fois, c'est un événement à Lyon, un autre à Marseille, machin. Et peut-être que finalement, faire des trucs en ligne, ça permet aussi de ratisser un petit peu plus large. Donc, je vais pas pouvoir tout faire, donc je vais faire un premier recrutement ou trouver un associé. Parce que est-ce que j'y vais seul ou est-ce que j'y vais avec quelqu'un? Moi, mon réflexe, c'est j'y vais avec quelqu'un. Parce que entreprendre seul, moi, je sais pas faire, c'est trop dur. Et donc, j'ai toujours essayé de trouver un associé, justement. Alors, déjà, quand tu cherches un associé, c'est que tu cherches quelqu'un qui va partager les mêmes valeurs que toi, la même vision des choses, avec qui tu t'entends bien, sans que ce soit ton pote. Tu cherches pas un pote, tu vois, c'est pas un copain que tu vas chercher, pas du tout. C'est pas quelqu'un avec tu vas aller bouffer, machin, ça, pourquoi pas, tu vois, mais en tout cas, c'est pas du tout la manière dont tu vas devoir regarder les choses. Et moi, au-delà des valeurs, de s'assurer qu'on a la même vision des choses, que quand je parle de projet, en fait, ça suscite évidemment l'enthousiasme et qu'on est aligné un petit peu sur ce qu'on va essayer de faire dans le futur. Après, ça va vraiment être, est-ce que c'est un bon professionnel ou une bonne professionnelle? C'est-à-dire que par rapport aux attentes que je vais avoir sur ce que je vais rechercher d'un point de vue opérationnel, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va prendre le site en ligne, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va défoncer l'organisation des événements? Parce que c'est un métier d'organiser des événements, de gérer les trucs.
Donc là, on est vraiment dans de l'opérationnel avec beaucoup de social skills, de pouvoir désamorcer des trucs, avoir du monde au téléphone, les fournisseurs, machin, rattraper des merdes à la dernière minute, toujours travailler un peu dans l'urgence et dans une pression maximale. Tu vois, ça, là c'est du event planning. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a ces caractéristiques? Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais regarder par rapport à un filtre, mais ça va être toujours de me dire, est-ce que c'est un professionnel ou une professionnelle? Donc, ça regroupe beaucoup de choses, mais c'est ça, en fait, à la fin. Est-ce que j'ai des personnes pros en face de moi? Parce que peut-être qu'elles n'ont pas tout à fait toutes les compétences, mais si elles sont pros, elles vont apprendre à apprendre, elles vont pouvoir monter en compétences. Si par contre, ça part dans tous les sens, c'est pas clair, on me dit un truc, puis ça fait autre chose, et tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, non, ça va pas être possible, parce que tu ne peux avancer de manière efficace que si tu bosses avec des pros. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. On a trouvé l'associé de Trouve ton associé. C'est quoi l'étape d'après? Alors, l'étape d'après, ça va être, si on continue sur la partie événementielle, là, je vais tester d'autres petits marchés, donc peut-être ouvrir d'autres villes pour voir comment est-ce que ça pourrait être intéressant de faire le modèle de cette manière et en même temps réfléchir en ligne. Parce que si tu veux quand même avoir des revenus passifs, tu vois, avec des gens qui sont abonnés, et tu dis, est-ce que c'est pas la possibilité de créer une communauté, tu vois, en réfléchissant bien, parce que c'est des personnes, une fois qu'ils ont trouvé un associé, ils n'en ont plus besoin. Donc, c'est pas un truc où les gens vont s'abonner, tu vois, à vie. Donc, peut-être qu'il faut rajouter autre chose. Et finalement, en fait, ça peut peut-être évoluer vers un modèle où ton point d'entrée, ça a été au début les associés. Mais après, finalement, les gens, ils s'associent, ils ont besoin de plein de choses. Tu vois, et donc, tu rentres dans une communauté d'accompagnement des entrepreneurs. Enfin, là, il y a plein de possibles sur la manière dont tu peux scaler et assurer, en fait, le business sur le long terme. Bon, mais après, sur la partie plus court terme, je pense que moi, je ferais d'autres événements. Tu vois. Et si ça marche, donc là, tu as quelqu'un qui, justement, va organiser différentes villes, peut-être plus petits dans d'autres villes, pour tester un petit peu les marchés. Et peut-être tu continues pendant quelques mois, tu fais un événement tous les trimestres. Si à chaque événement, tu récupères de quoi te payer un peu et de payer ton salarié, ça va, parce que ça va faire des événements à 50 000 qui te coûtent peut-être 20 000, tu vois, enfin 40 000 hors taxes et qui te coûtent 20 000. Bon, tu vois, tu peux t'en sortir. Après, tout dépend de tes coûts d'acquisition, encore une fois. Mais bon, après, justement, tu dis comment je peux scaler, comment je peux avoir... je vais voir Yomi, je dis OK, on fait un truc d'affiliation, combien tu me vends les leads? Donc tu vois, après tu te dis OK, bon là j'ai fait un truc, mais là si je veux scaler et si je veux faire un prochain événement avec une centaine, enfin tu vois 500 entrepreneurs par exemple, bon, parce qu'aujourd'hui il y a des événements entrepreneurs, mais t'as pas, il y a de la place, je pense. Tu vois, je pense qu'il y a des trucs à faire, c'est certain. Il y a un engouement de plus en plus autour de l'entrepreneuriat, donc t'as le salon Go Entrepreneur, t'as Vivatech. T'as plein de petits trucs, des masterminds à droite, à gauche, mais il y a de la place. Tu vois, et donc, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller un petit peu au-delà et créer un grand événement une fois par an avec 1000 personnes tu vois, Donc tu vas vraiment étape par étape en posant des questions et en trouvant des réponses et en essayant des trucs. Quoi. Et là, je peux même pas aller plus loin parce que ça dépend tellement de ce qui va se passer avant que, en fait, je vais vraiment rester dans, OK, les 2 prochaines semaines. 3 mois, c'est ça, quoi. Okay. Tu vois, après, tu peux dire, OK, la vision, tu vois, tu as plusieurs visions possibles, plusieurs manières de le développer, mais je vais pas trop être dans la prospective parce que de toute façon, et puis on va voir ce qui va se passer. Tu vois, peut-être que finalement, le fait de rester autour des associés, ça va être très bien, ou alors je vais voir que ça va s'essouffler, mais par contre, je vais voir que les gens vont arriver avec d'autres problématiques. Parce que tu as déjà des clients, ils vont dire, ah ouais, puis ça, ce serait bien ça, et puis en fait, nous, ce qu'on veut, je sais pas, moi, c'est des masterclass sur tel ou tel sujet, et après, tu vois bien, quoi, tu vois, et donc c'est vraiment de navigation à vue, quoi. Et pendant toute cette période, toi, ton rôle d'entrepreneur, de CEO, c'est quoi? C'est trouver des solutions aux problèmes, c'est avoir la vision, c'est réfléchir aux nouveaux marchés ou manière de changer le produit. C'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que tu es dans l'opérationnel à fond et tu es le capitaine qui fait foncer les équipes, ou est-ce que tu vois ton rôle un petit peu de manière? Au début, quand tu es dans une boîte de petite taille qui scale et que tu fais que le capitaine qui avance et qui tu es le leader. Tu es le leader et tu résous les problèmes. C'est-à-dire que
tu fais que résoudre des problèmes. Tu donnes aussi peut-être des impulsions et des... Mais bon, normalement, la vision, en 3 minutes, tu l'as expliqué. Ouais. Tu vois, donc c'est clair. Hein, tu as dit, bon, bah, là, il faut qu'on fasse 3 autres événements et il faut qu'on ait des leads. Bon, voilà. Maintenant, comment on fait, quoi? Ouais. Donc, il faut trouver des solutions, il faut se débrouiller. J'ai pas assez d'argent pour acheter les leads, donc je sais pas, je trouve des idées de camembert pour faire des coups, des guérillas marketing, j'en sais rien. Tu vois, à un moment, tu te démerdes. Mais en tout cas, toi, tu trouves des solutions, et puis tu es là, tu es un leader, et c'est toi la locomotive. Tu vas faire en sorte que toutes les personnes qui sont avec toi, elles te suivent parce qu'elles ont envie d'être là. Ouais. Et ton rôle de leader, c'est de faire en sorte que chaque personne soit heureuse de faire ce qu'elle fait, qu'elle trouve du sens dans ses actions. Et donc, naturellement, tu vois, si elle comprend pourquoi elle fait tout ça et qu'il y a quelqu'un qui va être là, qui va les tirer vers le haut, elles vont se donner à 100% tout le temps. Et tu auras des personnes qui seront vraiment engagées et qui iront avec toi. Et c'est ça le rôle du leader. Ouais. Et après, quand la boîte est plus grosse, c'est différent parce que tu as un rôle plus de direction, de gestion. Enfin, c'est des étapes différentes dans la gestion d'une boîte. Mais en tout cas, au début, c'est vraiment à fond le rôle du leader qui pourra le rester assez longtemps du reste. Mais pour moi, c'est ça, c'est le leader et qui passe son temps à trouver des solutions, à résoudre des problèmes parce que décoincer les autres. Tac, 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 tac. C'est quoi les problématiques que tu vois revenir le plus souvent et où tu penses que le plus d'entrepreneurs se trompent ou font des erreurs? Alors, la problématique qui revient le plus souvent, c'est vraiment comment je fais pour passer de 1 à 10. Okay. Alors, pour faire simple, 1 million de revenus à 10 millions. Enfin, comment j'accélère? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont leur truc, ça tourne, ils ont atteint un plafond de verre parce qu'ils ne sont pas structurés. Parce qu'en fait, ils font tout de A à Z, ils ont bien sûr des collaborateurs, mais ils ont tous les doigts dans toutes les prises partout, tout dépend d'eux, et donc forcément, ils ne peuvent pas prendre le recul nécessaire pour avancer. Forcément, ils se disent « non, mais je ne peux pas prendre plus de clients parce que je vais crever ». Et donc, ils se mettent à risque, parce que si eux tombent pour une raison ou pour une autre, le business risque de tomber avec. Et ils ne trouvent pas du tout la manière de pouvoir scaler. Et donc, l'erreur, en fait, dans ce cas-là, c'est de ne pas faire la pause pour se dire « Ok, il y a un truc qui ne va pas, ou comment je peux faire ?» De se poser la question, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu te poses et tu dis « Ok, voilà, comment je vais faire ?» Tu vas commencer à trouver des solutions, tu vas commencer à parler avec d'autres personnes, tu vas pouvoir te faire accompagner. Et là... Souvent, la première étape dans ce process, ça va être de recruter une RAF, tu vois, une responsable administrative et financière. Ça, c'est statistiquement, c'est la réponse qui va arriver, ou de déléguer une partie des fonctions commerciales. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est intéressant de parler de la fonction commerciale parce qu'il y a beaucoup de CEO, d'entrepreneurs, en fait, ils sont le premier commercial de leur boîte. Et ils ont l'impression que, non, mais moi, le commerce, je ne sais pas faire. À recruter des commerciaux, mettre en place une stratégie, une animation, je ne sais pas. Tu vois, parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais théorisé. Et ils se disent, je vais recruter un directeur commercial. Et le mec, il va m'expliquer la vie, il va tout mettre en place. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que ça ne peut pas marcher. Dans ce cas-là, t'es le patron de la boîte, t'es le meilleur commercial de la boîte. Même si tu dis que tu ne sais pas faire, en fait, si, tu sais faire. Et donc, tu vas plutôt commencer à aller structurer ton équipe en commençant par le bas. Tu vois, en allant chercher des jeunes commerciaux que tu vas former avec tes méthodes. Même si tu as l'impression que tu n'as pas de méthode, en fait, tu as des méthodes. Et là aussi, en fait, tu as des entrepreneurs qui sont coincés parce que comme ils ne bénéficient pas d'un regard extérieur sur leur situation, ils ont des croyances limitantes en disant, en fait, non, mais je ne sais pas faire, donc je vais prendre, par exemple, un directeur commercial. Et là, souvent, le mec, il arrive, ça coûte une blinde. Et donc, il dit, putain, ça coûte une blinde. Donc, je ne vais pas le faire. Ou si je le fais, c'est un risque énorme. Tu as un gars qui arrive, qui dit, non, mais bon, ça fait 20 ans que je fais du commercial, je vais t'expliquer. Puis ça se passe toujours très mal. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas recruter un mec, le foutre, et puis il va magiquement, tu vois. Enfin, c'est comme le syndrome du stagiaire, où tu penses que tu vas recruter un stagiaire qui magiquement va sauver ta boîte, ou faire ton site web, ou en fait non, tu prends un stagiaire, il va faire n'importe quoi et tu seras bien dans la merde. La réalité, c'est que ça revient à la capacité de se faire confiance, de dire mais en fait oui, je sais faire, même si j'ai jamais appris à l'école, même si j'ai jamais théorisé, en fait j'ai mes méthodes, j'ai mes approches, et je peux très bien réussir à les transmettre et petit à petit passer à une partie de mon savoir-faire à d'autres personnes.
Et ça revient donc souvent à cette nécessité de prendre du recul et d'avoir un regard extérieur et de parler avec d'autres entrepreneurs. C'est dingue, je trouve, comme cette histoire de croyance limitante qui fait un peu cliché, développement personnel. Ouais, mais moi je mindset, pensais que c'était etc. du bullshit. Mais c'est tellement le truc qui bloque, mais pas que pour les entrepreneurs mais dans débutants, la vie, mais jusqu'aux entrepreneurs milliardaires. Genre, pour passer de je fais 1 milliard à je fais 10 milliards, je pense qu'il doit y avoir des croyances limitantes et que ceux qui font les 10, en fait, c'est un parcours. C'est dingue. Et puis pas que chez les entrepreneurs. Enfin, c'est un truc de toute façon, le coaching s'applique partout. Ouais. Et c'est vrai que ça fait très bullshit. Et en fait, non. Aussi bizarre que ça puisse paraître, non, il y a des vrais fondements. Enfin, c'est de la psychologie de base, hein, mais c'est clair qu'en débloquant ces croyances limitantes, à partir du moment où tu as quelqu'un en face qui est capable de mettre le doigt dessus, et que cette personne, en fait, tu lui fais confiance parce qu'elle a la légitimité. Ouais. Parce que si quelqu'un d'autre on peut te le dire, tu vas pas l'écouter. Et si quelqu'un qui a une légitimité va te le dire. Il faut être ouvert d'esprit aussi. Hein, bien sûr, il faut le vouloir. Ouais, faut le vouloir. Faut le vouloir. Et c'est souvent l'étape la plus difficile. Ouais, complètement. Ouais. Et là, ça permet vraiment d'avancer et c'est très puissant. Enfin, on a parlé du coup de ces entrepreneurs qui veulent passer de 1 à 10. On a aussi parlé des entrepreneurs qui avaient une idée mais qui avaient de la peine à faire le premier pas. Et en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui regardent la vidéo qui sont entre les deux. Donc c'est des entrepreneurs qui ont déjà un petit peu essayé, qui sont déjà en train de construire leur projet, mais ils n'ont pas encore le succès qu'ils voudraient. C'est quoi les erreurs qui sont faites à ce niveau-là ou les conseils que tu as envie de donner aux entrepreneurs qui sont dans cette phase-là ? Je pense que c'est souvent très contextuel, donc ça va dépendre. Mais si on prend un entrepreneur qui a un petit business, qui fait quelques ventes, quelques trucs, mais clairement, on voit que ça décolle. Il n'est pas à se dire, OK, je fais 1 million, comment je fais 10, mais... Imagine, il a fait quelques milliers d'euros, quoi. Il est vraiment au début. Ouais. Ça décolle pas vraiment, quoi. Ouais, ça décolle pas vraiment. Là, il y a beaucoup de choses à... Ça dépend. Ça dépend, parce que je pense que chaque cas est un petit peu unique. Je sais pas s'il y a des erreurs, enfin, ou des réflexions, des conseils un petit peu qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Je peux jouer l'entrepreneur débutant, si tu veux. Vas-y, ce sera plus facile pour moi, c'est quelque chose un peu plus... Je suis étudiant, mais j'aime pas trop les études, donc en parallèle, je lance mon projet, parce que moi, je regarde qui veut être mon associé, donc j'ai envie de lancer mon business. Du coup, j'ai créé mon agence où j'aide les entrepreneurs à faire des vidéos format court sur TikTok, etc. Ouais. Donc, je leur envoie des scripts, ils les filment, je fais le montage, publie, gère pour eux, etc. J'ai eu un client il y a 3 mois, on a travaillé 2 mois ensemble. Ensuite, il gagnait pas assez, donc il a arrêté. Là, j'ai peut-être 1 ou 2 clients que je vais signer, mais à chaque fois, j'arrive pas à vendre ou bien ensuite, il reste pas assez longtemps et je stagne et je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois changer de projet ? Qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, je dirais que t'es un entrepreneur freelance. D'accord. Ouais. Donc, déjà, c'est un peu différent de trucs. Voilà, j'ai une équipe, machin. Donc là, tout dépend de toi-même. Toute ton histoire et tout ce qu'il fait dépend vraiment de ton action à toi. Et t'es pas dépendant ni d'un marché, ni d'autres équipes, ni d'autres trucs. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Et donc, c'est important de le souligner. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as envie de continuer ou pas ? Tu vois, parce que tu vois que c'est dur, tu t'es aperçu que finalement, la vie, c'est pas aussi simple. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tu vois, ou freelance. Donc, je pense que c'est important, tu vois, de se poser cette question. Tu vois, il n'y a pas de honte à se dire, en fait, est-ce que ça me convient ? Ça, c'est vraiment la première étape. Et si clairement, tu te dis que tu veux continuer malgré tout, que ça te plaît, que tu t'es jamais autant éclaté que lorsque tu faisais tes vidéos pour ton client et ton truc, et alors dans ce cas, que tu as l'énergie pour continuer, maintenant tu dois te poser les questions de comment je fais pour trouver des clients. Et bien sûr, on part du principe que tu es un minimum doué dans ce que tu fais, parce que si tu n'es pas un pro et que tu fais des montages de merde, à un moment aussi, il faut se rendre à l'évidence et peut-être essayer de faire autre chose. Parce que là, il y a un côté opérationnel, mais aussi quand même du savoir-faire. C'est pas juste je fais le passe-plat. Non, c'est à la fin, je fais quand même un produit. Et se pose la question de savoir si ce que tu fais est suffisamment incroyable pour pouvoir te distinguer des autres. Mais parlons du principe que c'est pas le cas. Tu fais juste les trucs bien, mais finalement, d'autres pourraient faire comme toi. Là, tu vas commencer à envoyer des messages à tout le monde pour dire tiens, machin, la vidéo...
Des messages comme ça, par exemple, j'en reçois des dizaines. Parce qu'il y a plein de gens qui essayent de faire des vidéos. Et donc déjà, un conseil, quand tu écris à quelqu'un pour lui proposer de refaire ses vidéos, il ne faut pas écrire « Franchement, c'est nul ce que vous faites ». J'étais sûr que tu allais dire ça. Parce que même si... Et je pourrais faire vachement mieux. Parce qu'en fait, même si c'est nul, tu vois, quelqu'un n'a pas envie de... Ça commence mal, tu vois. Donc, je pense qu'il faut plutôt être un peu plus positif et constructif et insister sur la différence, comment ça pourrait être mieux, etc. Et moi, la seule fois où j'ai répondu à quelqu'un comme ça, qui m'avait proposé quelque chose, c'est quelqu'un qui avait pris le temps de regarder mes vidéos sur YouTube et qui les avait transformées en format court. Ouais. Et quand quelqu'un... Et donc, j'avais regardé, j'avais dit, OK, c'est pas trop mal. Finalement, c'est beaucoup plus facile de répondre à quelqu'un qui propose quelque chose comme ça. Donc, dans la prospection commerciale, on n'est pas obligé d'investir sur son temps et on ne peut pas se permettre de juste balancer les trucs en disant, tiens, ça va peut-être marcher sur un coup de peau, un machin. Non, il faut vraiment travailler. Et il faut mieux faire moins... Ça ne sert à rien de faire du spam, tu vois, d'envoyer à plein de personnes. Il faut trouver des gens comme moi qui ont du contenu, qui ont des vidéos courtes un peu pourries, et dire, tiens, voilà, faire un montage, faire quelque chose, et être très pragmatique. Et en disant, voilà, c'est ça, ça coûte tant, machin. Parce que si on m'écrit, on me dit, voilà, on s'appelle... Mais non, moi, j'ai pas le temps, tu vois. Peut-être qu'un jour, on va se parler, mais... Non, je vais avoir les réponses tout de suite. Donc, plus on est pragmatique, plus on en est quelque chose en fait d'assez clair, avec idéalement un exemple de ce qui peut être fait, et de dire voilà, moi la manière dont je fonctionne, je fais ça, ça a plus de chances de fonctionner. Donc, c'est là être pro. Et aussi bien sûr de faire relire son message par ChatGPT. Parce que quand tu reçois des messages qui sont truffés de fautes d'orthographe, en fait, c'est impardonnable. Non pas parce que c'est impardonnable de faire des fautes d'orthographe, parce que tu as le droit d'être dyslexique ou dysorthographique. Ce qui est impardonnable, c'est de ne pas utiliser un logiciel comme ChatGPT. Aujourd'hui, il y a des solutions. Tu vois. Donc, si tu sais que tu ne sais pas bien écrire le français, tu passes par ChatGPT. C'est ça, c'est des détails. Et aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui fait plein de fautes, qui a un truc, en fait, tu ne sais pas trop ce qu'il veut, et que ce n'est pas clair, mais jamais tu vas lui répondre. Et donc, il faut être professionnel, il faut se mettre à la place de la personne avec qui tu vas envoyer ou tenter ton truc. Et comme tu sais que tu es un nobody, tu vois que personne, tout le monde s'en fout de ce que tu vas proposer, tu as intérêt à être super fort, super impactant et vraiment avoir un angle très clair. Et donc, moi, si je vois quelqu'un qui m'écrit de manière structurée, sur le fond, sur la forme, avec un exemple et une offre claire, je pense que j'en vois tellement rarement, pour être honnête, c'est vrai. Je pense que je répondrai. Mais c'est drôle, à travers tous ces exemples qu'on a faits, je pense que c'est peut-être un peu le côté ingénieur qui ressort, mais en fait, tu es ultra pragmatique et concret, et à chaque fois, tu vas regarder tout simplement, tu es là, ok, c'est quoi la situation ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le goulot d'étranglement ? C'est quoi l'endroit où ça bloque ? Et ensuite, tu essaies de résoudre ce problème, tu essaies de trouver des solutions. Ok, si ça marche pas, je peux faire ça, tac, tac, tac. Et puis tu fais, et puis tu regardes, et puis avec les nouvelles informations, tu refais. Et puis, en fait, tu fais juste ça en boucle jusqu'à que ton business fonctionne. Parce qu'il y a pas ça n'existe pas les trucs magiques. Tu vois, en disant, mais en fait, non, la solution, c'est tu fais comme ci, tu fais comme ça. Alors la solution, c'est putain, t'as qu'à faire une vidéo vachement bien montée qui va faire 5 millions de vues sur TikTok. Bonjour. Tu vois, je vais dire, ok, bien sûr. Je veux dire, mais c'est mission quasiment impossible. Tu peux pas le maîtriser, ça. En fait, le pragmatisme et le bon sens, pour moi, sont les clés dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours vu les choses de cette manière. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du bon sens. Toujours. Parce qu'en fait, tu réfléchis à la situation, tu regardes, tu dis, qu'est-ce qui est logique ? Oui. En fait, le seul talent, c'est peut-être d'avoir du bon sens. Et après, d'être capable, tu vois, d'avoir de la résilience, d'avoir un instinct qui fonctionne, de bien sentir les choses. Bon, bien sûr qu'il faut un petit peu de talent, mais au final, rien que d'appliquer du bon sens partout et de faire, sans trop se poser de questions, je pense que rien que ça, t'éclates 99% des gens. Hein. Okay. Parce que
Tout le monde est des fois dans des trucs. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. Et donc, du coup, tu apprends en faisant, avec le feedback, les informations que te donne le monde. Est-ce que tu apprends aussi en lisant des livres? Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce que tu rencontres d'autres entrepreneurs? C'est quoi un petit peu ta recette pour devenir meilleur, pour apprendre? Je lis aucun livre. Ouais. J'ai aucune inspiration. Ouais. Donc, bien sûr, je lis des livres, hein, des romans, mais je lis jamais de... Ouais. Ça m'intéresse pas, en fait. Ouais. Et j'ai jamais eu cette appétence. Et bien sûr que je peux parler avec d'autres entrepreneurs et en écouter, c'est inspirant, etc. Mais j'ai jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu fonctionné en silo. C'est parce que je pense que j'ai commencé à une époque où, de toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. On était seuls et il n'y avait rien. Donc, je me suis forgé de cette manière. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de me changer. Mais j'ai zéro source. Alors, évidemment que si, on peut citer Elon Musk, Steve Jobs, mais là, bon, c'est cliché, tu vois. Ouais. Et quand j'ai lu la biographie d'Elon Musk, qui est juste extraordinaire et que je recommande à tout le monde parce que c'est, au-delà de l'inspiration, c'est juste, ça se lit comme un roman et c'est génial. Et c'est vrai que tu te dis, cette personne, c'est un extraterrestre par rapport à ce qu'il a pu mettre en place, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, l'adversité. Donc, là, en fait, là, c'est même pas de l'inspiration. Parce que quand je vois ça, je me dis, OK, c'est un autre level, quoi. Et je me dis pas, ouais, je vais être comme Elon Musk, machin, la résilience. Je me dis juste, waouh. Mais je passe à autre chose et je me dis, OK, franchement, incroyable. Mais je pourrais pas m'en inspirer tellement. Pour moi, c'est un autre logiciel. Par contre, ce qui m'inspire, en fait, c'est juste ma volonté de... J'ai envie de faire des trucs, de voir et d'aller toujours plus haut. Et alors, je me suis un peu calmé parce que voilà, j'ai 50 ans et j'ai fait pas mal de trucs et j'ai vendu quelques boîtes. Et donc, forcément, tu t'assagis. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans une relation de tranquillité. Je ne cherche pas à aller chercher des milliards. Enfin, je m'en fous parce que c'était pas... je suis content de ce que je fais. Mais avant, c'était vraiment construire, pour avancer, pour aller encore plus loin. Et je n'avais pas besoin d'inspiration pour trouver cette motivation, quoi. J'avais ce drive en moi qui tout le temps me poussait. Petite question, on a parlé de beaucoup de points justement, des challenges qu'ont les entrepreneurs. Un qu'on n'a pas trop abordé et avec lequel tu dois avoir pas mal d'expérience, c'est les levées de fonds. Est-ce que tu as quelques points justement à partager? Disons, c'est quoi le 20% qui fait 80% du résultat pour lever des fonds en tant qu'entrepreneur? Alors déjà, j'aimerais dire que lever des fonds, ce n'est pas la seule voie. C'est-à-dire qu'on n'entend parler que des entreprises qui lèvent des fonds, parce qu'ils ont quelque chose à dire et voir les millions et les machins, c'est génial. Ouais. Mais ce qui fait vraiment l'économie du pays sont les boîtes qui ne lèvent pas des fonds. Même si on regarde les statistiques, la plupart des boîtes qui lèvent des fonds crèvent. Donc la première question, c'est est-ce qu'il faut lever des fonds, tu vois? Et là-dessus, il y a un vrai débat, il y a un vrai sujet, c'est pas du tout une évidence. Et souvent, les entrepreneurs qui viennent à mes masterclass viennent avec ces questions-là, de dire est-ce que je dois lever des fonds? Et je pense que dans 95% des cas, la réponse est non. Okay. Parce que lever des fonds, c'est vraiment changer de... Tu changes vraiment de mindset. Et il faut vraiment le justifier. Maintenant, si tu veux lever des fonds, pour moi, 2 points. Alors, tout dépend de où tu en es, mais admettons que tu es plutôt au début. Tu vois, une levée de fonds au début, pas genre série D avant une entrée en bourse, que tu es plutôt au début. Les 20% qui font les 80%, pour moi, ils sont doubles. C'est vraiment l'équipe. C'est-à-dire que le choix de l'équipe va être déterminant. Et donc, si par exemple, tu es solo founder, bonjour. C'est très difficile. C'était tout seul, par exemple. Donc, avoir une équipe, et plus cette équipe elle est légitime, plus elle aura fait des choses avant, plus en fait le projet va prendre du poids. Et le deuxième aspect, ce sont les preuves de marché. C'est-à-dire que si tu as des preuves de marché, et ça peut être plein de choses, donc ça permet de démontrer que tu as été capable de réaliser un produit, tu as été capable de le commercialiser, de mettre en place du marketing, et tu es capable d'avoir des clients qui l'ont acheté et qui sont capables de donner un retour d'expérience. Et plus tu as de preuves de marché qui peuvent se mettre à différents endroits, à différents moments, plus ce sera facile. Parce que la difficulté, elle est toujours dans l'exécution. Et un deck de levée de fonds ne sera jamais analysé, en tout cas, par l'idée, le marché, sauf si c'est un marché de merde, tu vois, où tu dis, non, attendez. Mais
le fait de dire je suis sur un marché à plusieurs milliards, donc génial. En fait, non, ça change rien. Tu vois. Ce qui compte, c'est l'exécution. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux démontrer. Et si tu as une équipe qui est pas mal, tu vois, avec des preuves de marché qui sont hyper solides, franchement, là, tu as fait le plus dur. Après, tu peux moduler l'un ou l'autre. Si tu es solo founder, mais que tu as des preuves de marché de ma boule, bon, bah, ok, tu vois. Mais moi, je reviens toujours, en fait, aux preuves de marché. Parce que pour moi, c'est l'essentiel. L'équipe, de toute façon, elle est scalée en général, donc tu l'analyses. Mais après, les preuves de marché, ça, tu peux dire, ok, bah, revenez dans 3 mois, mais par contre, démontrer A, B, C. Et ensuite, dernier point sur la levée de fonds, il ne faut pas oublier que c'est un spectacle, c'est une représentation qui va durer longtemps, entre le début du bonjour de la levée de fonds et la fin de OK, voilà le chèque, il peut y avoir 6 mois, tu vois, facile. Et donc, ça se prépare. C'est-à-dire que tu ne dois pas balancer toutes les bonnes nouvelles lors du premier meeting. Tu dois jamais, si tu as peut-être un contrat, par exemple, tu n'en parles pas, tant que tu ne l'as pas. Et en fait, tu gardes tout un tas de bonnes nouvelles ou de trucs sous le coude pour pouvoir, le long de ta levée, préparer ton flot de bonnes nouvelles. Ça permet de reprendre contact avec les investisseurs. Ça permet d'indiquer que tu as quelque chose de positif qui vient d'arriver. Mais si, à contrario, lors du premier rendez-vous, tu balances tout en mode feu d'artifice et qu'en plus, tu as indiqué que, allez, tu vas sûrement signer tel ou tel contrat, mais que en fait, ça foire, et que 3 mois après, on te pose la question, tu dis, en fait, non. Ouais. Ah non. Tu vois, et donc, il faut vraiment en réserver. Tu n'as pas besoin d'impressionner lors du premier, tu vois, c'est pas le... faut que tu sois bien sur tes bases, bien solide. Et après, tu prépares et tu balances régulièrement. Tout ça, ça se prépare. Il y a une vraie stratégie de la levée de fonds, quoi. Et donc, il faut faire attention à ce que tu écris, parce que les 6 mois là, de ton BP, de ton cash flow prévisionnel, l'investisseur, il va les voir arriver. Ouais. Donc, attention à ce que tu écris. Des centaines de millions de chiffres d'affaires, valorisation à plus d'1 milliard, des centaines d'employés, une dizaine de boîtes, des dizaines d'années d'entrepreneuriat, oui. Des millions de personnes qui regardent ton émission, des centaines de milliers qui visitent ton site web, j'imagine. Un énorme parcours qui n'est pas terminé. J'espère. C'est quoi tes objectifs pour les prochaines années? Et c'est quoi, pour terminer, parce qu'il ne me reste que quelques minutes, à la fin, les derniers mots que tu as envie de laisser aux personnes qui regardent cette vidéo? En fait, mes objectifs pour les dernières années sont simples. C'est limiter ma charge mentale. C'est très personnel. C'est un choix que j'ai fait qui peut-être à un moment changera. Mais aujourd'hui, toutes les décisions que je prends se font en fonction de l'impact sur ma charge mentale. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas envie de relancer une nouvelle boîte dans laquelle je vais aller me consumer et prendre des engagements, recruter, faire tout un tas de trucs. J'ai pas envie de me mettre en fait des obligations parce que j'ai besoin de rester cool, de rester tranquille. Et c'est ça aujourd'hui qui me drive. Et donc, toutes les décisions que je prends, je me dis, OK, bon, tac. Par exemple, tu m'invites à faire un podcast, OK, pas de problème, je viens, paf, après c'est fini, tu vois. Alors que quelqu'un qui me dirait, tiens, viens me rejoindre au conseil d'administration de telle ou telle boîte, je dirais non, parce que là, ce serait pour plusieurs années. Ouais. Tu vois. Et je sais qu'au bout d'un certain temps, ça va m'emmerder, je vais le regretter. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est ça. Je cherche à tranquilliser mon esprit, minimiser ma charge mentale, tout en continuant à faire ce qui me plaît, à savoir accompagner les entrepreneurs. Mais ce qui a l'énorme avantage, c'est un peu en mode on-off. C'est-à-dire que si demain, je veux disparaître dans ma forêt, voilà, j'arrête et c'est fini. Il n'y a que moi et puis les employés du domaine, mais le domaine, il continue d'exercer. Enfin, ça reste très, très, très simple. Et pourquoi? Et ça, ce sera peut-être le mot de la fin. Quand j'ai écrit mon livre, ça m'a permis de me rendre compte en fait du titre de mon livre, qui s'appelle « Entreprendre pour être libre ». Et je me suis aperçu que j'avais entrepris pour être libre, finalement, pour être libre de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime. Et c'est vraiment quelque part ce que je veux continuer à faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de continuer d'être libre. Et cette liberté, pour moi, c'est la définition du succès. C'est la capacité aujourd'hui de pouvoir arbitrer ma vie comme je le souhaite. Et c'est ça, pour moi, qui correspond à la définition du succès. Et c'est vraiment ce que je peux souhaiter à tout le monde. Parce que quand tu atteins le succès et cette liberté, finalement, c'est
tu arrives à prendre le recul nécessaire pour être heureux, quoi. Bah, merci beaucoup pour ton temps, pour toute la valeur, pour toutes les informations, l'inspiration que tu as partagée dans cette vidéo. On mettra en lien, donc les premiers liens juste en dessous de la vidéo, ton site internet, le lien pour acheter ton livre aussi. Bien sûr. Je sais pas si ou l'écouter. Ou l'écouter. T'as autre chose que tu veux mettre en avant pour les personnes qui regardent la vidéo, peut-être où ils peuvent avoir plus d'informations sur toi, ce genre de Non, choses. mon site, déjà, ils auront ça toutes les suffira. informations. Je te remercie. Ça marche. Alors, merci beaucoup aussi personnellement. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire la vidéo avec toi. Et puis, bah, je te souhaite de garder cette tranquillité d'esprit pendant les prochaines années. Je le souhaite aussi et je te souhaite un jour de l'avoir aussi parce que c'est top. Pour l'instant, je l'ai pas, mais c'est volontaire. Je dois faire mes t'as années encore de tes charge années, mentale avant de exactement. pouvoir m'acheter un domaine et, Pareil, disparaître dans la forêt. profiter de la nature. Ouais. C'était Yomi et Eric. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Allez, ciao.